Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain à 21h10, les Parisiens vont retrouver le Parc des Princes et les Brestois pour la deuxième fois en 10 jours, sauf que cette fois c'est pour un match à élimination directe, un huitième de finale de Coupe de France, que Luis Enrique considère comme une finale. C'est le mot qu'il a employé en conférence de presse et ça fait plaisir de voir les Parisiens afficher un tel sérieux quant à cette compétition qui nous a échappé sur les deux dernières éditions et dont la reconquête est du coup un grand objectif cette saison. Je sais pas vous, mais perso, il me tient particulièrement à cœur de retrouver notre suprématie sur le plan national et ensuite, dans la perspective du Trophée des Champions qui a un peu perdu de sa saveur ces dernières années, je préfère être champion de Ligue 1 et remporter la Coupe de France pour avoir à affronter le deuxième de Ligue 1 au Trophée des Champions, plutôt que de remporter la Ligue 1, perdre la Coupe de France et du coup affronter, comme ça a été le cas sur les deux dernières éditions avec Nantes et Toulouse, une équipe qui potentiellement serait moins forte, moins sexy en termes de confrontation pour ce trophée des champions. Enfin, les deux dernières années, on a affronté des équipes de seconde partie de tableau en Ligue 1 lors du trophée des champions, et forcément, ça a donné des matchs qui ressemblaient à des matchs de préparation. Enfin, Toulouse début janvier, même Nantes au début de l'ère Christophe Galtier. Donc voilà, c'est juste ma petite préférence individuelle. Bon, Luis Enrique, la Coupe de France lui tient à cœur. Il le dit, ça se ressent dans ses choix. Il n'a pas sorti Mbappé une fois sur les deux premiers matchs qu'on a joués dans cette compétition. C'est un match très intéressant avant la Ligue des Champions, bien évidemment, qui commence à être dans les têtes. Jamel, le célèbre Tweetos Insider, qui a des infos plus que béton sur la vie du groupe, nous a annoncé en début de semaine qu'évidemment les joueurs pensent à la Ligue des Champions et que les choix sont faits en fonction du match face à la Real Sociedad qui arrive dans 8 jours. Donc il sera intéressant de voir demain quel sérieux les Parisiens vont montrer sur un match à élimination directe, surtout que sur la phase aller, c'était plutôt sur les matchs post-Ligue des Champions qu'on avait un moment de décompression. C'est-à-dire qu'avant la Ligue des Champions, on était plutôt sérieux. Clermont, avant Newcastle, on fait 0-0, mais le match est plutôt bon, on ne concède pas vraiment d'occasion. On tombe plutôt sur un gardien qui fait des miracles. Avant Milan, Strasbourg 3-0, Montpellier 3-0, avant Newcastle, Monaco 5-2, avant Dortmund, Nantes 2-1, possiblement le match le plus poussif. Mais par contre, après la Ligue des Champions, on a peiné à Brest, par exemple, après le match aller contre Milan où on est vraiment tangué. Reims aussi, après le match retour à Milan. Après Newcastle, face au Havre, on fait une entame de match catastrophique. Et en plus, il y a des individualités qui pètent les plombs. Mukiele, Donnarumma. Et après Dortmund, Lille, on perd des points dans un match qui n'est pas fameux. Donc, j'espère que le PSG ne va pas perdre cette dynamique de préparer plutôt bien les matchs de Ligue des Champions et réserver le sas de décompression pour l'après. Bref, surtout qu'en plus, là, c'est sur les deux derniers matchs, on a vraiment besoin de se rassurer, de référence, bien évidemment, dans le jeu, un match plein, rien que dans la dimension physique sur laquelle on va revenir. Contre Strasbourg, on a vu une équipe qui jouait à l'économie, mais et ça c'est à mettre au crédit de Luis Enrique qui fait beaucoup tourner son équipe, c'est vrai que les joueurs qui n'ont pas leur place acquise pour la Ligue des Champions ont fait un bon match contre Strasbourg, se sont plutôt battus et on espère que demain contre Brest ce sera pareil. Par exemple Ugarte, Asensio, Fabian Ruiz qui se reprend en deuxième mi-temps, Kolo Muani en première mi-temps. Voilà, il y a des prestations qui sont plutôt justes, où tu vois des joueurs qui ont envie d'aller gagner leur place, et ça c'est à mettre au crédit de la concurrence de Luis Enrique, qui peut être déloyal pour des joueurs comme Gonzalo Ramos, qui à chaque fois rentre de manière anecdotique en fin de match, ou Nordi Mukiele, même si lui, son entrée cataclysmique vendredi soir, je pense qu'elle va lui coûter très cher. Donc là, évidemment, c'est le match le plus important des deux qui nous restent avant la Ligue des Champions, parce que contre Lille, on fera potentiellement tourner. Je pense que demain, Luis Enrique va nous réserver la grosse équipe pour un match éliminatoire face à une équipe de Brest qui nous a mis en difficulté la semaine dernière. Alors c'est marrant parce que Brest ont des qualités qui collent avec nos défauts, notamment le jeu dans les airs, la capacité à centrer. Mais sur le match au Parc des Princes d'il y a une semaine, ils nous ont rattrapés, pas sur ces questions-là. C'était des buts qui sont marqués, certes depuis les ailes, mais voilà, sur
des centres à ras de terre, sur de la vitesse. Hein, voilà, évidemment, il y a certains joueurs à Brest qui déposent nos défenseurs. Donc, on va être très attentif à la concentration défensive d'un PSG qui se retrouve rapidement coupé en deux. Et donc, tout l'enjeu, bien sûr, c'est de rester le plus haut possible sur le terrain pour Luis Enrique, avec le ballon, hein, il l'a dit encore une fois en conférence de presse. Et donc, pour demain, le 11, bon déjà mettons Donnarumma dans les cages, qui reste sur un très bon match contre Strasbourg. Quand il est dans une dynamique comme ça, à savoir très bonne, toute la question, c'est de ne pas la briser par lui-même, hein, parce que c'est tout Donnarumma ça en fait, hein, être dans une bonne passe et tout gâcher au moment fatidique avec une bourde. Donc on espère que ce ne sera pas demain, que ce ne sera pas la semaine prochaine, et que Donnarumma va enfin faire une seconde partie de saison qui va mettre tout le monde d'accord, parce que jusque-là, il a son influence. C'est un joueur qui, en championnat, même l'année dernière, nous a fait gagner des points en fait, a fait des arrêts décisifs. Mais le problème, c'est qu'il y a des bourdes qui ressortent tellement que de l'avis général des supporters, c'est assez mitigé. Au poste d'arrière droit, je pense que ce sera Carlos Soler. J'aurais préféré Nordi Mukiele, mais comme je l'ai dit, son entrée vendredi soir le tue pour une potentielle titularisation demain, et Hakimi a fait son retour alors aujourd'hui à l'entraînement, donc il a eu une semaine complète de repos, à voir ce qu'il a fait pendant ce repos en fait. On ne sait pas s'il s'est entraîné, s'il a complètement déconnecté, s'il est parti en vacances, s'il a fait, je ne sais pas, du renforcement musculaire ou je ne sais pas quoi. Donc pour demain, ça me paraît assez juste, même s'il est disponible, hein, il sera dans le groupe et tout ça. Peut-être le faire rentrer sur les 20-30 dernières minutes. On sait que le PSG est une équipe qui peine à terminer ses matchs ces derniers temps. Donc faire rentrer Hakimi, évidemment, ce serait quelque chose qui nous aiderait vraiment pour lutter contre ça. Voilà. Mais le titulariser, non. Marquinhos, je le mets axe droit. Ce sera intéressant de voir si Luis Enrique le sort, hein, puisque contre Brest, au match aller de Ligue 1, il y a 8 jours, il n'était pas titulaire pour une petite gêne. Contre Strasbourg, il est sorti, une sortie assez intrigante. Je pense que Marquinhos pousse peut-être sur son organisme, comme il en a l'habitude, hein, parce que c'est un joueur, c'est vrai, qui se blesse un peu souvent sur des zones comme les ischios, les adducteurs, et donc sur les moments charnières où on enchaîne les matchs, souvent il joue avec un petit pépin. Alors après, ça c'est le lot de tous les joueurs, hein. Il n'y a aucun joueur qui joue à 100%. À chaque fois, ils ont une petite douleur, un strapping ou les machins. Mais voilà, c'est vrai que là, avec Marquinhos, il y a eu des précautions de prise ces derniers temps, donc il sera intéressant de voir l'évolution, on va dire, de son cas. Danilo, à ses côtés, bien évidemment, ô combien important dans les airs, surtout face à une équipe de Brest. À gauche, alors Lucas Hernandez est suspendu, et je pense que ça embête Luis Enrique, parce que au match aller, Luis Enrique avait fait, enfin au match aller, pardon, au match de Ligue 1, il avait fait le choix donc de titulariser Hernandez et Beraldo, donc de faire tourner, hein, c'était un peu la surprise de la composition à ce moment-là, on avait fait un peu tourner. Je pense que c'était en perspective d'aligner la grosse équipe justement demain, voilà, pour la Coupe de France. Et donc, Lucas Hernandez lui enlève des solutions. Alors, Beraldo avait été mauvais au poste de latéral gauche il y a 10 jours, bien meilleur en défense centrale vendredi soir. Personnellement, encore une fois, même à gauche, hein, je suis pour mettre Mukiele qui réussit à verrouiller un côté, qui est bon dans les airs. Bon, moi, je pense que sur la durée d'un match, Mukiele peut apporter, surtout sur un match comme ça qui est éliminatoire. Mais bon, je pense, et du coup j'espère que ce sera Beraldo titulaire au poste de latéral gauche demain. Beraldo qui enchaîne bien, ça fait plaisir hein, lors du mercato hivernal d'avoir un joueur qui est évidemment apte de suite. Alors son compère Moscardo bien sûr, c'est le contre-exemple parfait, mais on a recruté plein de joueurs au mercato hivernal qui n'étaient pas prêts de suite, alors que c'est évidemment la première des priorités en fait sur ce marché, hein, de t'apporter immédiatement. Lassana Diarra, qui arrive en 2018 des Émirats, donc évidemment, physiquement, il n'est pas là. Paredes, qui met 2 mois bon poids à se mettre en route, et puis au final, son aventure parisienne démarre vraiment que sur la saison d'après. Donc voilà, là, Beraldo, c'est vrai qu'il est plutôt apte. Il n'est pas sorti, je crois, vendredi soir.
Si, c'est Marquinhos qui est sorti. Bon, bref, dans tous les cas, il a joué 2 fois en Ligue 1, ce qui n'est pas rien. Et demain, en plus, en Coupe de France, si c'est le cas, ce serait quand même quelque chose de... Bon, au milieu de terrain, Ugarte a pris un coup vendredi au genou. Alors, il était à l'entraînement lundi, il s'est testé aujourd'hui. Visiblement, il est disponible. Personnellement, je le titularise. Moi, je le trouve important, Ugarte, pour justement garder ce bloc haut. C'est quelqu'un qui va tout de suite jaillir sur le porteur, récupérer bon nombre de ballons. Et vraiment, je le préfère à tous les autres numéros 6 qui ont été testés cette saison, justement pour ça. Parce que le PSG est une équipe qui doit rester compacte et haut pour éviter déjà d'être coupé en deux, d'avoir des rushs de 80 mètres, de laisser... le temps à l'adversaire et l'espace de prendre de la vitesse et d'arriver lancé sur nos défenseurs qui ne sont pas forcément à l'aise face à des joueurs qui sont en pleine course. Et puis ensuite, le PSG, évidemment, n'est pas du tout fait pour être une équipe qui défend bas. Ce n'est pas du tout la philosophie de Luis Enrique. Donc dans cette dimension-là, Ugarte colle avec ce que veut Luis Enrique, même si bien sûr avec ballon ça reste assez compliqué. Je mets Zaïre Emery évidemment relayeur droit, voilà, son poste préférentiel, avant la Real Sociedad pour qu'il reprenne un petit peu des repères. Alors, à ce poste, on a Lee Kang-in qui vient d'être éliminé par la Jordanie de la Coupe d'Afrique des Nations. Le problème c'est que il a énormément joué. Sur les 2 derniers matchs, pas celui de la Jordanie, il est éliminé dans le temps réglementaire, mais les 2 matchs d'avant, c'était des prolongations. Donc 120 minutes, les tirs au but et tout ça, c'est quand même très éprouvant. Donc déjà, lui laisser un petit peu de temps pour s'en remettre, parce qu'en plus, Lee Kang-in était vraiment cramé sur la fin d'année civile 2023. Donc on va voir comment il va revenir, mais personnellement, je fais comme Hakimi, voire plus, une semaine complète de vacances, parce qu'en plus, rappelez-vous, quand il a signé au club, il n'a pas pris de vacances en fait. Il signe au club après la trêve internationale de juin, et il est à la reprise de suite au campus PSG, sans prendre de vacances. Au final, il se répète en pleine préparation. Donc en plus, sa préparation était tronquée. Donc vraiment, c'est un joueur avec qui je serais assez indulgent physiquement. Vraiment. Donc voilà, bref. Relayeur gauche demain, je mets Marco Asensio. Pourquoi ? Parce que face à la Real Sociedad, moi personnellement, c'est une option qui me trotte de plus en plus dans la tête. C'est-à-dire que Asensio, défensivement, me surprend dans le bon sens du terme. Il récupère des ballons, il court. Offensivement, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un joueur de foot plus que n'importe quel autre joueur de cet effectif. Voilà, capable de se déplacer dans la surface, de faire des gestes évidemment qui déséquilibrent tout un bloc, même s'il est gaucher exclusivement. Et puis surtout, je trouve qu'avec Barcola et Mbappé, sa relation est plutôt intéressante. Alors Barcola lui a donné une très belle passe décisive sur sa volée face à Brest il y a 10 jours. Il a donné, lui, une passe presque décisive à Mbappé vendredi soir. Mbappé lui en a donné une. Donc voilà, je trouve que ce trio Barcola, Asensio, Mbappé doit être travaillé en prévision du match contre la Real Sociedad. Voilà. Par exemple, Kolo Muani Mbappé, c'est une connexion qui marche pas du tout. Et on le voyait déjà en équipe de France. Vraiment, c'est compliqué les deux là. On l'a encore vu contre Strasbourg vendredi. Donc ça, c'est des complémentarités qui ne sont pas évidentes. Par contre, Asensio, je le trouve plutôt bon dans ce rôle-là. Surtout quand Barcola a le ballon, il arrive parfois à essayer de prendre la profondeur. Il doit le faire plus, mais il arrive à prendre la profondeur. D'ailleurs, petit point passe décisive, puisque la Ligue donc, se réunit après chaque week-end pour attribuer les passes décisives selon son règlement, qui diffère en fonction des championnats. Et donc, ils n'ont pas attribué de passe décisive pour l'action de pressing de Marco Asensio qui mène au but de l'ouverture du score vendredi de Kylian Mbappé. Moi, je trouve ça quand même pas scandaleux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Bundesliga, déjà, quand tu obtiens un penalty, ça vaut passe décisive. Pas en France. C'est-à-dire que Kolo Muani, quand il obtient le penalty vendredi, si Mbappé l'avait mis, c'était pas passe décisive pour lui. Alors qu'en Bundesliga, ça l'est. En Bundesliga, les tirs qui sont repoussés par le poteau ou le gardien et qui sont repris par un attaquant qui marque, et ben celui qui a tiré initialement donc sur le poteau ou sur le gardien, ça fait passe décisive. En France, ça ne fait pas. Donc pour valoriser tes joueurs, bon, c'est quand même problématique. On sait très bien que quand tu parles d'un joueur, les buts, les passes décisives, c'est le premier, les GA, comme on aime à les appeler sur Twitter, c'est vraiment le premier truc qui ressort, tu vois. Par exemple, Nabil Fekir, sur la saison de son explosion à Lyon, je crois qu'il obtient 7 pénaltys, qui auraient porté son compteur à 16 passes décisives à ce moment-là.
Au final, ça n'a pas compté. Et donc là, Asensio, pour moi, c'était une passe décisive en fait. Pour moi, c'était une passe décisive. C'est quand même c'est un règlement qui est assez dur, je trouve. Assez dur. Et la Ligue en pâtit elle-même en fait. Parce que du coup, on a des joueurs qui, par rapport à d'autres championnats, ont des stats qui sont complètement sous-évaluées. Bref, c'était un petit peu mon petit coup de gueule. Au poste d'ailier gauche, Barcola sera de retour bien évidemment, on a hâte de le retrouver, le petit agneau selon Daniel Riolo, Mbappé évidemment en pointe, et puis à droite Dembélé, visiblement donc fait les séances complètes, devrait être là demain. Grosse importance de Dembélé pour remonter les ballons, mine de rien, parce que le PSG face à une équipe qui presse, on l'a vu vendredi sur la dernière demi-heure, est en grande difficulté. Et je pense que Dembélé va faire beaucoup de bien dans cette dimension-là, parce que c'est un joueur qui en fait joue assez bas sur certaines séquences. Il y a des moments, il échange des passes avec ses centraux, des passes à 5 mètres avec ses centraux. Et lui remonte le ballon. Donc vraiment, j'ai hâte de retrouver pour cette dimension-là Ousmane Dembélé. Et puis ensuite, sur phase d'attaque placée, bien sûr, sa capacité de déséquilibre en 1 contre 1, à faire des différences, prendre le couloir, accélérer, chose qui nous a cruellement manqué vendredi, voilà, démarrer en phase arrêtée, chose que Kolo Muani ne sait pas faire, que lui sait faire, puisque Kolo a plus besoin d'être lancé, voilà. La relation aussi avec Hakimi, pourquoi pas la retrouver? On sait très bien que c'est le facteur X de ce PSG. Alors, Kolo Muani n'est pas là demain, infection virale, mais j'ai noté que mentalement, il doit être plus lucide. Déjà, au match aller contre Brest, il s'en mêle les pinceaux, il est au fond du trou, et quand il sort, vraiment, son langage corporel, son énervement se ressent très clairement. Et contre Strasbourg, vendredi, il fait une bonne première mi-temps, un bon match, jusqu'à la fameuse frappe sur le contre, là, où il doit la passer à Mbappé. Enfin non, il fait le bon choix de tirer, en fait. C'est un bon choix. Enfin, je pense qu'il fait le bon choix de tirer sur cette action. Mais derrière, en fait, j'ai l'impression que ça en pâtit sur son match. Il y a des faits de jeu comme ça qui le font sortir de ses matchs, et donc il doit absolument travailler là-dessus pour éviter de disparaître. Voilà. Donc voilà pour le match de demain. J'attends du PSG, évidemment, les coups de pied arrêtés, une meilleure maîtrise des coups de pied arrêtés, qui soient défensifs, qui soient offensifs, les sorties de balles, encore une fois, et puis se créer quand même un volume d'occasion un peu plus important que contre Strasbourg. Se qualifier bien sûr en premier. L'équipe a encore fait un papier sur la préparation physique, puisque des joueurs au sein de l'effectif s'interrogeraient sur le manque de travail physique foncier à l'entraînement, et certains auraient même décidé de prendre un préparateur physique personnel. Alors on sait, pour Kolo Muani, pour Dembélé, pour Ugarte, pour Bradley Barcola, qui a fait construire une salle de muscu dans son sous-sol, c'est le cas. Comme Luis Enrique l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, qu'ils prennent un préparateur physique personnel, c'est pas délirant, voilà, c'est pas problématique. On sait tous qu'aujourd'hui, les joueurs, à titre individuel, sont entourés par une armée de professionnels pour la diététique et tout ça. Par contre, personnellement, je crois en cette thèse. Je crois en cette thèse, et ça fait quelques semaines qu'on en parle sur la chaîne. Les deuxièmes mi-temps qui sont affreuses physiquement, la perte de lucidité, en plus, comme tu as perdu techniquement en niveau, tu peines à dicter le tempo du match. Donc physiquement, techniquement, tu perds les pédales. Et c'est quand même inquiétant dans la perspective de la Ligue des Champions, parce que ce sont des matchs complets. Et trop de fois, on a vu le PSG faire une mi-temps et ensuite complètement péter les plombs. Enfin, Manchester City au Parc des Princes en demi-finale aller, rappelez-vous, en 2021, une première mi-temps, mais une des meilleures sous QSI. Et en seconde, tu te dilates complètement. L'année dernière, au match retour contre le Bayern, c'est pareil. Et donc, j'ai vraiment peur pour ça en Ligue des Champions. Moi, je veux bien sortir avec des regrets sur les qualités intrinsèques de mes joueurs, parce que je sais très bien que ce sera ça, cette saison, parce qu'on a des joueurs qui, encore une fois, ne sont pas assez taillés pour cette compétition, pas assez d'expérience et tout ça. Mais par contre, sortir parce que j'ai un staff technique qui n'a pas assez travaillé, jaugé la préparation physique, ça me gênerait un peu plus. Parce que je renvoie à un problème qu'on avait connu cet été, rappelez-vous, Raphaël Paul, qui était officiellement adjoint numéro 1 de Luis Enrique à sa venue, qui 1 mois plus tard prenait des congés pour des soucis personnels officiellement, on ne sait pas trop ce qui s'était passé, et depuis on ne sait pas. Il est toujours salarié du club, c'est lui, c'est le préparateur physique. Alors il est adjoint numéro 1, mais c'est le préparateur physique historique de Luis Enrique. Et donc aujourd'hui, visiblement, on ne le voit pas, on ne sait pas trop s'il est là.
Alors certes, au niveau des blessures, c'est plutôt bien géré, hein, les temps de jeu sont bien répartis, Dembélé, Lucas Hernandez ne se sont pas blessés par exemple sur la phase aller, mais ça m'interroge quand même. Qu'est-ce qui est devenu ce Raphaël Paul? Bonne question, bonne question. À l'époque, sous Pochettino, on peut tout dire, mais son fils Sebastiano travaillait très bien, travaillait vraiment très très bien au niveau physique, on avait peu de blessures musculaires, les joueurs avaient des ressources, c'est pas pour rien qu'on gagnait les matchs à chaque fois sur le gong en fin de match, donc je m'interroge vraiment sur cette dimension physique et j'espère que le club ne le prend pas à la légère. Faisons un point sur notre adversaire en Ligue des Champions, la Real Sociedad, qui joue ce soir sa demi-finale aller de la Coupe du Roi face à Majorque. Alors, c'est pour eux aussi un vrai objectif. Pourquoi? Parce que en Liga, ils sont 8e. Ils sont 6e, pardon. Ils sont à 8 points du 5e. Donc, on va pas se mentir, euh, le championnat, c'est un peu compliqué pour eux. Par contre, bon, la Ligue des Champions, là, ils y sont, c'est un véritable exploit. Mais la Coupe du Roi, le Barça, le Real, Girona, qui sont donc les top Liga, ne sont plus en course. Il n'y a que donc Majorque, l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Donc évidemment, c'est un vrai objectif pour eux. D'ailleurs, si vous voulez, c'est en clair ce soir sur la chaîne Équipe. Ils ont encore eu 2 blessés ce week-end. Audrey Ozzola, latéral droit, et Geraldo Becker, la nouvelle recrue en attaque. Pour le second, ça semble moins grave que le premier. Voilà. Ils ont récupéré Amari Traoré, qui a donc été éliminé avec le Mali de la CAN, mais il a joué 120 minutes samedi. Lundi, il était à l'entraînement, et là, il est dans le groupe. On va voir s'il va jouer ce soir. Mais les mecs n'ont vraiment pas le temps, hein. Ils ont récupéré aussi Kubo, le japonais, qui a été éliminé pareil samedi et qui est dans le groupe aujourd'hui. Enfin, c'est assez dingue. En plus, Kubo, il y a le jet lag. Hein. Il y a quand même 9 heures de décalage. Quand tu reviens, tu as quand même 9 heures à te manger. Ou à 4 heures du matin, tu es debout, tu n'arrives pas à dormir, machin. Waouh, c'est assez violent. Là. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils sont tellement dans une passe difficile au niveau de la gestion des blessures et tout ça. Ils restent sur 2 matchs nuls et vierges en Liga. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué pour eux. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais physiquement, il n'y a pas que chez nous que ça pêche. Voilà. Et puis j'aimerais terminer sur le dossier Mbappé. Juste vous dire que voilà. Toute mon indifférence en fait face à cette décision que je n'attends plus, et je pense que c'est le cas de la majorité des supporters du PSG, des observateurs du foot, ce dossier n'intéresse plus. C'est triste pour Mbappé qui voulait instaurer, on va pas se mentir, un certain storytelling. Pour le Real aussi, s'ils le prennent, évidemment, ça va faire moins de bruit. Pour le PSG aussi, si on le prolonge. Mais voilà, c'est vraiment un dossier qui est devenu inintéressant et c'est dommage. Il y a eu le papier du Parisien samedi qui a été confirmé par ESPN. Ensuite, RMC ont dit que le PSG n'était au courant de rien. Moi, je note aussi que toutes ces rumeurs n'ont pas été reprises en Espagne. Hein. C'est Lenny Yoro qui fait la une de Marca ou Sport en début de semaine. C'est pas Mbappé. C'est pas Mbappé. Et en Angleterre, pareil, les médias sont très prudents. Hein. On a un média qui nous a dit qu'il n'y a toujours pas d'accord avec le Real et que l'entourage d'Mbappé sont des clubs de Première Ligue, style Arsenal ou Liverpool. Au final, on voit bien que Mbappé est dans la même situation que Lionel Messi quand il est parti du Barça, c'est-à-dire qu'il a un contrat tel que c'est très compliqué de partir, en fait, de trouver le même contrat ailleurs. Le Real, visiblement, sur la question des JO, des droits d'auteur, du salaire, puisque visiblement, il y a des discords qui sont assez étendus. Hein. Le Real propose 35 millions quand Mbappé touche 72 aujourd'hui, quoi. C'est pas une petite négo, hein. Surtout quand on sait qu'il est attaché quand même à son argent, on va pas se mentir, les gars. Et on voit aussi que, en fait, les clubs de Première Ligue, faire ce qu'on fait, ça les intéresse pas. Voilà, ça les intéresse pas. Peut-être que c'est un modèle qui n'est pas le bon, hein, puisque ça n'intéresse pas grand monde de niquer complètement sa masse salariale pour Monsieur Kylian Mbappé. Voilà. Évidemment, ça reste un très grand joueur, et c'est même ça le plus triste en fait. C'est que le mec dégoûte tellement tout le monde avec son dossier que on se dit, on parle plus de terrain avec lui en fait. Et c'est triste. Et en plus, il est pris au piège par le timing, parce que là, aujourd'hui, on dit, faut pas qu'il annonce sa décision avant le match contre la Real Sociedad, parce que ça va empoisonner l'environnement PSG. Mais si la décision, c'est une prolongation, il aurait tout intérêt à l'annoncer tout de suite, en fait, pour arrêter le dossier et tout ça, en fait. Moi, je pense que le point de bascule, c'était l'été dernier, en fait.
Pour moi, là, c'est la pire des situations. Mbappé devait soit prolonger, soit partir l'été dernier. Là, maintenant, il est pris au piège par le timing. Euh, la hype, entre guillemets, est redescendue. Et c'est vraiment, ça a été très très mal fait. Ça a été très très mal fait. Et dans tous les cas, voilà, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Et aussi, moi je fais partie des gens qui militent pour qu'il donne sa décision le plus rapidement possible. Voilà. Justement parce qu'on s'en fout, les gars. On veut juste savoir là maintenant. Hein. C'est bon, on s'en fout. Moi personnellement, même s'il l'a dit demain, à une semaine du match contre la Real Sociedad, je m'en tape. Et puis surtout, on va pas se mentir de l'autre côté, on sait très bien que s'il annonce son départ maintenant, on n'aura aucun doute sur son grand professionnalisme. Et on sait très bien que même, peut-être, s'il annonce son départ maintenant, il en serait que meilleur sur le terrain, en fait. C'est peut-être même ça le pire. Voilà. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain soir pour le débrief. Ciao les amis.